Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 235e briefing. Alors, vous savez, notre briefing du lundi est plus traditionnellement maintenant consacré aux événements internationaux, à ce qui se passe dans les négociations russo-ukrainiennes, si on peut dire, et plus globalement mondiales. Alors, j'en profite au passage pour saluer deux de nos anciens membres du board qui sont à l'écoute. Donc, messieurs, merci de votre attention. Et sans plus tarder, on va commencer par Arnaud cette fois-ci, qui va nous parler eh bien, de cette relation, mais vue côté russe déjà, et puis ensuite Igor nous donnera une perception plus étrangère, on va dire. C'est à toi. Merci, Président. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, nous avons décidé avec Igor de nous partager les rôles. Je vais évoquer et analyser les derniers développements en lien avec le conflit ukrainien euh, et ses volets diplomatiques. Du point de vue russe, autrement dit, je vais passer en revue ce qui s'est dit à Moscou. Je vais parler des réactions officielles officieuses de la Russie. Commencer d'abord peut-être par la suite de ce que nous avions évoqué jeudi lors de notre dernier briefing en date, les échanges verbaux assez musclés, dira-t-on, entre la France et la Russie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a, si j'ose dire, rajouté une couche le 8 mars en déclarant que la France avait beaucoup menti ces dernières années et en évoquant deux épisodes, celui de la signature par Laurent Fabius le 20 février 2014 des accords de règlement politique de Maïdan, de la crise politique. Dmitri Peskov, dans sa sortie critiquant la France, faisait référence à deux épisodes. La signature par Laurent Fabius à l'époque, chef de la diplomatie française, des garanties politique censée assurer la sortie de la crise ukrainienne en février 2024, 2014, pardon, juste avant Maïdan, et les propos plus récents de François Hollande sur les accords de Minsk. Je rappelle que l'ancien président français avait dit que finalement la France, pas plus que l'Allemagne, n'avait jamais eu l'intention d'appliquer de bonne foi les accords de Minsk, dont l'objectif était de donner du temps au temps aux Ukrainiens. Je pense accessoirement que c'est faux en réalité. Mais l'essentiel n'est pas là. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Dmitri Peskov a de nouveau critiqué la France. S'agissant maintenant du volet russo-américain, beaucoup plus de développement et de développement important selon moi. L'information la plus récente, mais c'est à suivre, c'est que le Kremlin a démenti l'organisation vendredi prochain, c'est-à-dire le 14, d'un entretien, enfin plutôt d'entretien entre délégations russes et américaines en Arabie Saoudite. Donc ce ne sera pas vendredi 14, mais on peut raisonnablement penser qu'il y en aura dans les jours qui viennent. Sinon, que retenir euh, au cours des 3-4 derniers jours dans les relations russo-américaines? D'abord, vendredi, une annonce qui a quelque peu surpris, en tout cas une annonce dissonante par rapport à la trajectoire bilatérale de ces dernières semaines. Donald Trump a dit ne pas exclure des sanctions contre la Russie. Alors, ça a été pris au sérieux, en tout cas par certains observateurs russes. La bourse de Moscou a reculé vendredi soir. Le rouble a perdu un peu de sa valeur. Coïncidence ou pas, dans la foulée, l'agence Bloomberg publiait une dépêche qui se référait à des sources russes anonymes présentées comme étant proches du Kremlin et selon lesquelles Vladimir Poutine pourrait accepter le principe d'une trêve, mais à condition, et c'est une condition importante, que eh bien, la perspective d'un accord de paix soit très proche de cette éventuelle trêve. En d'autres termes, que voilà, que ce soit quelque chose d'assez bref sur le chemin d'un accord définitif. Alors, ça n'a pas été confirmé ni infirmé par le Kremlin. Le cas échéant, ce serait évidemment une évolution importante de la position russe. Qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, sous réserve? Eh bien, ça veut dire que personne, ni à Kiev ni à Moscou, ne veut apparaître aux yeux de Donald Trump comme un empêcheur de paix. Euh,
Mais le Kremlin, encore une fois, ne semble pas inquiet outre mesure de ces propos. Pourquoi? Parce que par ailleurs, il y a eu beaucoup d'autres signaux russo-américains depuis 3 jours. D'abord, on a appris que le Trésor, l'OFAC, le Trésor américain, travaillerait à un plan de levée partielle des sanctions frappant la Russie. Ça coïncide avec des informations tout à fait officielles et ouvertes selon lesquelles nos bons collègues, pour ne pas dire nos excellents collègues de l'AMCHAM à Moscou, travaillent aussi sur ce sujet, ont eu des réunions avec le RSPP, le MEDEF russe. Autre signal qui n'est pas anodin, deux grandes banques américaines, Goldman Sachs et JP Morgan, ont annoncé euh, revenir à des produits, ou plutôt proposer à nouveau des produits dérivés liés au rouble. Ça ne s'était pas produit depuis 2022. Et par ailleurs, aujourd'hui, à l'ONU, de nouveau, Russes et Américains travaillent main dans la main sur le dossier syrien. Les deux pays ont appelé à une session extraordinaire du Conseil de sécurité après les massacres perpétrés contre la minorité alawite. Euh, donc voilà où on en est d'un point de vue strictement diplomatique, mais je voudrais, et ce sera ma transition avant de passer la parole à Igor, tout ça s'inscrit également dans un contexte militaire. Alors on a pour principe ici, lors de nos briefings, de ne pas aborder ces questions pour des raisons que vous devinez. Ceci dit, ces informations étant parfaitement publiques et ayant un impact, c'est le cas de le dire, direct sur cette séquence diplomatique, je vais en dire quelques mots. Depuis quelques jours, depuis notre dernier briefing, eh bien, les événements militaires se sont accélérés dans la région de Koursk avec une offensive spectaculaire des forces russes qui semblent en passe de bouter l'armée ukrainienne hors de la poche de Soudja, en tout cas de désorganiser de façon significative le dispositif ukrainien. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est lié à ce que j'ai dit précédemment? Eh bien parce que, on s'en souvient, la Russie avait toujours exclu de négocier quoi que ce soit tant qu'il y a des soldats ukrainiens sur le territoire de la Fédération de Russie. Ce qui se passe, en réalité, corrobore l'hypothèse d'un sommet Trump-Poutine, puisque les observateurs militaires les plus avertis, les plus objectifs aussi, estiment qu'au rythme où vont les choses, l'armée ukrainienne ne devrait pas pouvoir tenir plus de 10 à 15 jours dans la région de Koursk. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui, Président, sur les sujets qui nous intéressent. Merci beaucoup. Pas de questions pour le moment, donc sans plus attendre, passons la parole à Igor qui va nous donner son son de cloche. Oui, merci Président. Bonjour à tous. Peut-être pour poursuivre sur le sujet d'Arnaud sur Kursk, effectivement, il faut voir que cette poussée assez fulgurante, hein, tout d'un coup de l'armée russe sur la région de Kursk a eu lieu, alors d'ailleurs avec un épisode assez inattendu, puisqu'une partie du personnel militaire russe en fait s'est infiltré dans l'arrière du dispositif ukrainien en utilisant des gazoducs qui ne sont plus en service pour donc être complètement masqués et ne pas être visibles par des drones ou d'autres dispositifs de renseignement. Et donc, ils sont arrivés à l'arrière des Ukrainiens sans avoir été aperçus et ensuite ont pu lancer une offensive, prendre à revers les Ukrainiens. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans le Donbass l'an dernier, mais à une échelle plus petite, dans une localité dont j'ai oublié le nom, mais qui était C'était à Avdiivka. ouais, Avdiivka, voilà, exactement, Avdiivka. Où là aussi, à une échelle plus réduite, hein, parce qu'il ne s'agissait pas de tout un dispositif, mais c'était peut-être plutôt un point d'appui ukrainien qui avait été pris. Puis le fait qu'il ait été pris par les Russes, ça avait permis au reste de l'armée russe de pousser pour sortir les Ukrainiens. Bon, donc c'est quelque chose qu'on avait pu déjà voir dans le Donbass. Il y a eu aussi beaucoup d'informations et puis ensuite de démentis sur les aspects liés à ce que les Américains poursuivent ou pas l'alimentation en renseignement des Ukrainiens. Bon, les dernières infos dont on avait, donc on a évoqué dans notre précédent briefing, étaient que les Américains avaient coupé le renseignement tout en laissant Starlink fonctionner, puisque finalement les Ukrainiens disposaient de consoles, enfin de terminaux Starlink, mais qui n'étaient plus alimentés avec le renseignement en temps réel, et donc
ça leur était bien moins utile. Enfin, ils ont le renseignement des autres soutiens, d'autres pays qui leur donnent des images et des flux vidéo, mais évidemment, on imagine bien, les Américains, c'est quand même le gros de la bande passante. Et on a vu depuis des informations comme quoi, ben, si finalement les Américains donnent quand même des choses, ils n'ont pas tout coupé, il y a quand même des choses qui passent. Bon, là au-dessus, évidemment, il y a un flou sur lequel on n'en saura pas beaucoup plus par définition, étant donné le sujet. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a quand même un problème pour les Ukrainiens pour recevoir du matériel. On l'a dit, ça parce que l'aide militaire, elle, a vraiment été suspendue. Les Ukrainiens tournent avec les derniers paquets d'aide militaire américaine livrés par l'administration Biden sortante. Et si les choses restent en l'état, et sous réserve que le renseignement soit, on va dire, parcellaire, et pas complètement coupé, mais quand même parcellaire, à ce stade, il n'y a pas de, comment dirais-je, de rupture pour les Ukrainiens du front. Ils ont du matériel, hein, je l'avais expliqué. En réalité, si jamais les choses restent en l'état, la situation va se compliquer et vraiment se dégrader pour eux à partir de la fin du printemps, début de l'été, probablement mois de mai, juin, en gros à cette période-là, où les choses pourraient se compliquer, effectivement. Et le deuxième élément, avec ce qui s'est passé aussi à Souja ces dernières 48 heures, eh bien, c'est que ça intervient à quelques jours de la rencontre à Riyad entre les délégations ukrainiennes et américaines. Et évidemment que donc ils se rencontrent demain hein, à Riyad. Alors ce sera Monsieur Vitkov qui emmènera la délégation américaine et Monsieur Yermak, chef de l'administration présidentielle ukrainienne, qui emmènera la délégation ukrainienne. Et il y a donc cette percée de l'armée russe en direction, enfin, de la région de Koursk. L'armée ukrainienne détiendrait encore 200 km² de la région de Koursk. Et donc, effectivement, il y a eu des reculs assez remarquables. Évidemment que ça ne les met pas dans la meilleure des postures pour discuter avec une administration Trump qui est quand même déjà très sceptique, pour ne pas dire plus, sur tout ce qui se passe. Alors, si en plus sur le terrain, ils enregistrent à ce moment-là, on pourrait tenter de dire comme par hasard, une défaite locale, hein, c'est pas, ça va pas remettre en question toute la dynamique sur l'ensemble du front et du conflit. Évidemment, c'est pas forcément en leur faveur. Voilà, Président, ce que je pouvais rajouter sur ce point-là. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Igor à propos de Koursk, de Soudzha, euh, ces difficultés spectaculaires de l'armée ukrainienne ne sont pas liées à la suspension du renseignement américain. En l'espèce, il s'agit vraiment de difficultés liées à la logistique et à l'impossibilité nouvelle pour l'armée ukrainienne d'alimenter, de ravitailler les forces qui avaient été déployées autour de Soudzha depuis le mois d'août. Et là, on nous pose la question, donc, quid de l'aide promise par les Européens, Allemands, entre autres? Ben, Que je crois que la France prévoit d'envoyer BHL en renfort, non? oui, ça c'est l'artillerie lourde, ça. Alors, pour ce qui est de l'aide promise par les Européennes, tout dépend de quoi on parle. Si on parle d'aide économique, d'aide militaire, si on parle du fameux réarmement euh, du président Macron, là aussi, d'abord, il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de confusion dans les esprits, peut-être d'ailleurs à dessein, en partie en tout cas. Bon, il n'y a pas d'annonce nouvelle, de paquet d'aide militaire européen à l'Ukraine. Il y a des choses qui ont été annoncées précédemment. Euh, Encore une fois, fondamentalement, et ça, tout le monde est d'accord pour le dire, même s'il y a sans doute des appréciations un peu divergentes sur la portée de tout ça, mais personne ne croit que les Européens, au sens large, inclus les Britanniques évidemment dans cette affaire, personne ne croit qu'ils sont capables de se substituer totalement aux Américains. Et il y a des segments très précis où l'aide américaine ne peut pas être remplacée. Or, ce sont des segments importants. La défense antiaérienne avec les Patriotes et les systèmes HIMARS. Donc, on voit bien ce discours et cette volonté des Européens de prendre le relais, mais très concrètement et à très brève échéance, ça semble impossible dans, encore une fois, certains segments militaires très précis. Merci de ces précisions. Alors, sans parler de BHL,
il semblerait qu'on ait un sénateur, M. Malhuret, qui a eu un discours qui a été assez entendu en France concernant Trump et ses associés, et que ça a eu beaucoup de succès également aux États-Unis, puisqu'on parle de plus de 10 millions de vues de son discours traduit. Est-ce que c'est venu jusqu'en Russie? Est-ce qu'il y a eu quelques échos ici ou pas du tout? Non, pas à ma connaissance. J'ai rien vu passer de tel, en tout cas pas sur les réseaux sociaux, donc ce qui est déjà un bon thermomètre. On va rappeler que Twitter est interdit en Russie, est bloqué en tout cas. Oui, certainement. Mais ceci dit, pour la beauté de la langue française, on peut qu'encourager nos auditeurs à l'écouter. Voilà. Et il y a d'autres auteurs très bons et à l'élocution tout aussi irréprochable que le sénateur Malhuret. Mais c'est Tout une à fait, mais il faut lui reconnaître un certain style quand même. Voilà. Bien. la suite dans Donc, les idées. tellement plus de questions que ça. Alors, nous avons une auditrice qui demande s'il est possible de réécouter nos entretiens. Et comment? Eh bien, tout simplement en se rendant sur YouTube. Voilà. Et donc, vous tapez CCIFR et ça vous amène directement à nos briefings que vous pouvez écouter et réécouter et éventuellement d'ailleurs aussi euh, envoyer à vos amis, puisque plus l'audience sera grande, mieux ce sera. Préparons actuellement un florilège de jeux de mots. Exactement. Et même s'il est pas trop tôt, ce sera des jeux de motards, c'est ça? Voilà. Donc, la vieille tradition française. Voilà. Bien, merci à tous en tout cas. Merci de votre fidélité. On se retrouve jeudi, donc pour le briefing plus traditionnel avec. Ah, attendez, j'ai une question qui arrive. Il faut savoir. Ce qui discrédite les Européens, l'opinion publique en Europe, a-t-elle. Tu peux enlever le bleu parce que ça me. Voilà. Telle conscience du manque d'appui des déclarations européennes au sujet de l'aide promise. Et, Igor, La notion d'appui en soi est extrêmement subjective. Un appui moral semble pour l'instant faire place. non, mais il y a, tout le monde a bien compris, et polémique mise à part, que l'Europe est en grande difficulté et que la question qui se pose pour elle à court terme et à moyen terme, c'est celle de sa crédibilité stratégique. Euh, donc, effectivement, si jamais à court terme, eh bien, par exemple, un accord russo-américain devait se dessiner sur l'Ukraine, et quel choix ferait l'Union européenne? Est-ce qu'elle aurait les moyens, au-delà des déclarations, de se substituer? Encore une fois, je ne pense pas. Quelles seraient par ailleurs les conséquences pour la crédibilité de la France, si on prend notre cher pays, si jamais un tel accord devait être signé, si jamais il y avait une paix en Ukraine? euh, Est-ce que, voilà, alors même, je rappelle qu'il y a eu des discours très forts, certains diront alarmistes, du président Macron la semaine dernière. Et puis, à moyen terme, euh, que se passerait-il si jamais les vastes programmes, certains évoquent 800 milliards d'euros pour le réarmement de l'Europe, des Européens, ne devaient pas se concrétiser, ou si la réalité devait être très éloignée finalement des attentes suscitées par ces annonces? Je pense que là, il y a un vrai risque de crédibilité à court terme, à moyen terme et à long terme. Bien, nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve. Donc, rendez-vous jeudi prochain pour notre briefing plus traditionnel où il sera également question donc de la politique intérieure et de l'économie russe, hein, bien entendu également de l'international. Donc, retrouvons-nous jeudi à 17h30 comme d'habitude. D'ici là, la CCI Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.